Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand monsieur connu du système. Je vais nommer l'inspecteur Omar Ba, on l'appelle doyen Omar Ba. Monsieur Ba n'est pas, comme je disais, donc un inspecteur lambda parce qu'il est un architecte, j'allais dire, de beaucoup de réformes et d'innovations qui ont fini par être institutionnalisées. Donc nous parlerons un peu donc, de son parcours en tant qu'invité, à son expérience des réformes du système éducatif sénégalais, aux progressions harmonisées notamment et aux évaluations standardisées. Donc il fut un grand artisan pour la mise en œuvre. Il nous dira dans quel contexte et pourquoi avoir donc eu cette trouvaille qui continue aujourd'hui en tout cas d'être au cœur des préoccupations des enseignants, surtout en termes d'évaluation et de respect des programmes, de la progression. Nous aurons à parler aussi du pilotage de la qualité aux perspectives justement liées à la réforme curriculaire en cours. Parce que j'ai l'habitude de dire que ces anciens, ce serait un gâchis tout de même de les laisser en rade parce qu'ils peuvent beaucoup apporter au système. En tout cas, beaucoup de pays l'ont compris et ils sont encore réinjectés dans le système. Donc, bonjour M. Ba. Bonjour M. B. C'est un grand plaisir, après 26 ans, de vous retrouver parce que nous avons été ensemble au niveau de Dakar Banlieue où vous avez pris votre retraite en 2006. C'est ça. Mais revenant sur votre parcours, vous avez été instituteur adjoint, puis instituteur titulaire, inspecteur adjoint, puis inspecteur de l'éducation nationale. Vous avez été formateur au CFS de Thiès. Ensuite, vous avez été adjoint administratif, secrétaire général à l'inspection régionale. On n'était pas encore à la réforme, et à l'académie de Diourbel. Donc, d'ailleurs, beaucoup vous connaissent à Diourbel. Vous avez donc été inspecteur à Fatick, on parlait à l'époque d'Iden, et inspection départementale, je crois, de l'éducation nationale, avant qu'on en parle maintenant des IF. Ensuite, Fatick, vous êtes passé à Guédiawaye, vous avez véritablement marqué de vos empreintes votre passage. Et enfin, vous avez fini par Dakar Banlieue. Vous avez aussi été membre du comité national de pilotage de la formation des inspecteurs, des directeurs d'école et des maîtres. Vous êtes aussi membre du comité d'élaboration du livret horaire et programme, plus connu sous le sigle LHP, et de plusieurs programmes transversaux. Mais parmi les innovations, c'est surtout, ce qu'on retient surtout, c'est la mise en place des collectifs de principaux de collège, des directeurs d'école et des comités d'enseignantes pour la scolarisation des filles. Sous ce rapport, je crois que vous avez véritablement gagné le pari de la scolarisation parce que maintenant, on voit le ratio filles-garçons dans nos écoles. Donc, dans le cadre de votre passage à Guédiawaye, mis en place un projet départemental de développement de l'éducation de Guédiawaye. Je crois que là aussi, ça a beaucoup marqué les esprits. Voilà donc, tout ça, c'est dans un contexte ou bien dans une séquence temporelle, en tout cas de 89, n'est-ce pas, jusqu'aux années 2000. Donc, une décade, d'aller dire, d'intense d'action et d'initiative. Donc, M. Ba, est-ce que vous avez à compléter un peu de façon cette présentation ramassée, quoi, j'allais dire. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Merci, M. B, mais je pense que c'est l'essentiel, ce qui nous permettrait peut-être de rentrer plus en détail dans la discussion. Et effectivement, en tant qu'inspecteur, non, d'abord en tant qu'inspecteur adjoint, j'ai servi à Fatick avant d'y revenir. C'est une anecdote où j'étais dans une école de filles dirigée par une jeune Martiniquaise de la coopération française. En ce moment encore, il y avait des coopérants français dans les écoles élémentaires. Ok. Alors c'était en 64. Elle était exigeante. Les préparations étaient écrites à l'encre. Tous les documents étaient écrits à l'encre. Elle veillait sur le port des enseignants.
etc. C'est tout sur là que j'ai compris. Comme disait Moustapha Sen, on est affecté plus ou moins comme bouche-trou, mais c'était aussi dans un contexte où les ministres de l'Éducation nationale en Afrique voulaient accélérer l'éducation pour tous dans une période de 10 ans. Donc, il y avait une volonté politique de développer l'enseignement qui était souvent réservé dans les grandes villes. Absolument. Et donc, j'ai compris que enseigner, c'est un métier et qu'il faut l'apprendre. Absolument. J'ai constitué un dossier, j'ai déposé au ministère pour aller faire la formation pédagogique dans un centre. J'arrive, je dépose mon dossier. Le secrétaire du ministre me dit, de la direction de l'enseignement élémentaire plutôt, que l'année que j'ai faite à Fatick valait formation initiale. Et donc, je ne pouvais plus aller dans un centre. Au moment où je sortais de son bureau, je rencontre un monsieur qui entre. C'était le directeur de l'enseignement élémentaire, monsieur Moustapha Wan. Il me dit, qu'est-ce que vous vouliez, jeune homme? Je lui explique ce que je suis venu demander. Il me dit, effectivement, cette année vaut une année de formation. Mais au moment où je partais, il me demande, comment vous vous appelez? Je dis, Oumar Ba. Il me parle en pulaar. Je souris. Il comprend que je ne parle pas pulaar. Il dit, eh Boni. Boni. Et bonnet. Revenez. Le secrétaire s'appelait M. Sey. Prenez son dossier, inscrivez-le au centre de Sébikotane et l'année prochaine, on l'enverra au Fouta apprendre le pulaar. C'est ainsi que j'ai eu la chance de faire la formation pédagogique à Sébikotane où j'étais avec comme promotionnaire M. Mamadou Ndoye qui était ministre de l'Éducation de base et de la formation et de l'alphabétisation ainsi que d'autres collègues. Voilà comment entrer, mais j'aimerais bien revenir sur Diourbel parce qu'on a parlé de Diourbel en 1989, ce serait intéressant. Et qu'est-ce qui vous marque à Diourbel? Ah, voilà, Diourbel, c'est 89, comme vous avez indiqué en introduction. Nous étions dans le démarrage du projet Éducation 4, qui concernait la région de Diourbel, de Fatick et de Louga, qui était une zone homogène, considérée comme une zone où les rendements scolaires étaient faibles, le taux de scolarisation, etc., etc. Et donc, il fallait dérouler un programme de renforcement de l'inspectorat en termes de formation, en termes d'équipement, mais aussi de construction de classes, etc., de réhabilitation de bâtiments. Et donc, en janvier, 5 inspecteurs de cette zone ont été envoyés en France, au CIEP de Sèvres, pour une formation en administration de l'éducation pendant 5 mois, de janvier au mois de mai. Et donc, quand nous sommes revenus, évidemment, personne ne s'est occupé de notre sort. Et puisque nous étions 2 dans la région de Diourbel, l'inspecteur Gora Basal et moi, nous avons décidé de prendre des initiatives, de créer, d'élaborer un plan de formation. Et nous avions la chance d'avoir l'inspecteur Mohamedou Ali Sall, qui a été après directeur de l'enseignement, l'inspecteur Babaka. Nous partagions tous la même éthique professionnelle. Nous étions plus ou moins des promotionnaires, donc on se connaissait très bien. Donc ça a favorisé très rapidement la mise en place d'une équipe, d'un plan d'action, et nous avons développé une formation entre nous. Chacun devait développer des thèmes, etc. Et c'est là où j'ai commencé à observer le style de management des différents inspecteurs, puisque moi j'étais au niveau régional, donc je coordonnais tout ça. J'ai donc beaucoup appris auprès de ces collègues qui étaient des inspecteurs départementaux, mais Diourbel aussi, c'est un foyer religieux avec un leadership religieux très fort, où là, j'ai tout de suite compris l'importance de la prise de conscience de la mission dont on est, qui vous incombe. Ces chefs
j'ai l'impression, plus que l'impression, qu'ils avaient une très haute conscience de leur mission, qu'ils étaient déterminés à l'assurer et qu'ils avaient des capacités de mobilisation de leur communauté pour ça. Ces deux choses-là, le style de management de mes collègues et cette observation du leadership religieux, vont être des choses très importantes pour moi à la suite de ma carrière quand j'étais ID. C'était s'appelé ID avant Iden. Absolument. Voilà. Très bien. Voilà donc, oui, ajouter quelque chose? Diourbel, déjà ça, et j'arrive à Fatick. Et j'arrive à Fatick avec ce bagage. Et je prends service. Et là, j'ai visité les locaux de l'inspection. C'était l'ancienne maison de M. Mamoudou Dia quand il était directeur de l'école de Ndouk. C'était sa maison qui était l'inspection. Donc c'était une vieille bâtisse de l'inspection. J'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de choses. Et puis, prendre service, c'est une chose. Prendre fonction, c'est une autre chose. Absolument. La première action que j'ai menée pour prendre action, c'est à peu près de dire qui je suis, quoi. Absolument. Sans le dire. Donc, je mobilise toute ma famille. J'arrive samedi, j'installe ma famille et le dimanche, tout le monde à l'inspection. On a nettoyé l'inspection, balayé, lavé les vitres, rangé tout. Et le lundi, quand les collections reçues, j'étais surpris. J'étais surpris, personne n'a revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une manière de dire que moi, je n'étais pas venu ici pour constater et m'accommoder de la situation, quoi. Il fallait prendre des initiatives. J'avais un tempérament qui faisait que je veux faire bouger les choses. Très bien. Et je crois que ça, c'est bien campé déjà. Donc, vous arrivez donc à Diourbel, ensuite à Fatick. Fatick, quoi, est un passage important dans votre carrière. Donc, monsieur l'inspecteur, vous avez été donc au cœur des réformes depuis 1989. Formation des inspecteurs, création du collectif des principaux, de collèges, des comités directeurs d'école et de celui des enseignantes pour la scolarisation des filles. Élaboration, comme nous l'avons dit tout à l'heure, livret horaire et programme, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez l'école sénégalaise, le constat que vous faites, est-ce que l'école a le plus progressé ou bien l'école, au contraire, a plutôt régressé? Quel constat faites-vous? L'école a certes progressé. Tu vois, il y a beaucoup plus au plan déjà de l'accès, il y a beaucoup plus d'écoles. Il y a beaucoup de programmes qui ont été développés sur la scolarisation des filles, beaucoup de travail a été fait sur les réformes, etc. On ne peut pas dire que ça ne progresse pas. Ce qu'il faut retenir, c'est, au fond, tout l'investissement. Parce que l'école, on a investi énormément d'argent dans l'école. Qu'est-ce que cet investissement a donné comme résultat? Je pense que notre grand problème, c'est que nous n'avons pas développé une capacité à transformer les ressources en résultats. On a investi énormément d'argent dans le système et que peut-être nous n'avons pas veillé à ce que ces ressources produisent les effets escomptés. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Tu vois. Et il faut que pour les réformes à venir et tout ça, qu'on analyse toutes ces raisons. Mais une des raisons fondamentales, c'est qu'en réalité, pour les mêmes objectifs, on investit des résultats et on ne fait jamais d'évaluation. On continue pour les mêmes objectifs, à développer des projets. Le projet se termine, on monte un autre projet, on l'appelle autrement, etc., sans pour autant, n'est-ce pas, nous donner le temps d'évaluer les projets pour en tenir compte. Ça, c'est un grand problème. Une autre raison? Une autre raison, c'est que c'est la longue période de flottement du système, d'égarement.
de 71 à 91, et même au-delà, le système n'est pas piloté. Il est un système fortement centralisé, très bureaucratique, n'est-ce pas? Et dans une période où il n'y a pas de programme, il n'y a pas de décret d'application, par exemple. Tout le monde sait qu'aujourd'hui encore, on applique le décret de 72 861, malgré qu'en 91, il y a une nouvelle loi d'orientation. On pourra revenir là-dessus. Donc, l'absence d'un pilotage global, cohérent, a fait que le système était piloté à vue. Et là aussi, peut-être c'est lié au contexte des politiques d'ajustement. Oui, ça c'est lié aux moyens. Donc la raréfaction des moyens, c'est une chose. Mais si on n'a pas des moyens, c'est là où on doit être concentré sur le pilotage. Absolument. Pour maximiser les moyens. Ça va être un des axes de la gestion à Fatick. Quand je suis venu, tout de suite, j'ai fait l'état des lieux. J'ai parcouru la circonscription de Fatick. Pendant une dizaine de jours, j'ai visité toutes les écoles, toutes les classes, rencontré tous les maîtres et maîtresses, rencontré les acteurs de manière générale. Tous les acteurs. Tout. Et observé tout de suite que le système, la carte scolaire, elle est morcelée. 70% des classes sont des écoles incomplètes, dispersées dans le département qui est un immense département. Rien que Foundiougne avec les îles. Voilà, non, c'était de Dar es Salaam à Palmarin et Boyar, en passant par, donc l'arrondissement de Diakhao, de Niakhar, de Tataguine, de Fimela. C'est énorme, ça. C'était tout ça, justement. Donc 80% d'écoles rurales, incomplètes, réseau morcelé. Comment maximiser, comment réorganiser la carte scolaire pour pouvoir améliorer l'accès? Ça, c'est une des problématiques. La question de la qualité est un problème. Dans un contexte où, justement, il n'y a pas de directive, il n'y a pas d'orientation nationale, que faut-il faire? Il faut imaginer une politique de gestion, une gestion centrée sur les préoccupations de la circonscription. Local, au niveau local. Voilà. Et vous allez comprendre maintenant l'importance de ces structures dont vous parlez. Tout à l'heure, très bien. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique ce flottement, ce manque de pilotage au niveau central? Qu'est-ce qui explique ça? Mais le CLAD est instauré après 71, suite aux grèves de 71, de 68. On arrive à 71, une nouvelle loi d'orientation, 36, dont le décret sortira en 72 avec la pédagogie pour parler français, le CLAD. Absolument. Avec tous les problèmes que ça a généré. Absolument. CLAD termine 79, 80. Donc, on arrive, il y a eu la réforme de 89, le nouveau programme de 89, qui n'a pas changé fondamentalement la situation. Passage, vous l'avez évoqué, quelqu'un l'a évoqué, d'une école nationale, d'une école coloniale à une école nationale. Rien n'avait fondamentalement changé. On arrive aux grèves de 69, 80, toute cette agitation dans le système, ça bouge de partout, grève enseignants. Le système n'est pas piloté fondamentalement. On le voit. Absolument. Après, c'est les États généraux. Absolument. Après les États, malgré cet espoir suscité, il faut attendre une commission nationale des réformes. Il faut attendre jusqu'en 84. Donc, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. De concret. Il faut attendre. Donc, pas d'orientation, absolument rien. Donc, le système. Et qu'est-ce que ça crée? Des centres de décision, plusieurs centres de décision au niveau central.
les directions, chaque direction veut émerger, chaque direction veut capter les financements extérieurs. Donc, vous voyez... C'est la guerre des financements. On peut l'appeler ainsi. Comme ça. Mais chaque direction veut capter les financements, chaque direction veut s'imposer. Le système n'est pas piloté. On arrive, après 84, du point de vue des programmes, on va attendre. Arrivent les programmes transversaux, le VFEMP, le programme, le PFIE. C'est aussi des financements l'argent qui arrive dans le système. Les gens sont focalisés sur des choses comme ça. Que se passe-t-il au niveau de la base? Que se passe-t-il dans les écoles? Donc, il y a un flou. Absolument. Où les gens, si on ne crée pas de la cohérence au niveau de la base, le système ne survit pas. Absolument. Donc, à des moments donnés, le système était dans une logique de survie. Absolument. Très bien. Mais justement, donc c'est comme si on est dans une sorte de crise anomique. Parce que finalement, les ressources sont limitées, il y a les grèves cycliques, il y a une instabilité du système, c'est un pilotage à vue, il y a en fait, absence de gestion démocratique du personnel, avec ce qu'on appelle un peu les affectations, sanctions. Mais tout cela donc a fait que finalement, la qualité a dû en pâtir. Et oui, absence de repères, comme vous avez dit, c'est anomique. S'il n'y a pas de repères, ça va dans tous les sens. Donc, le système va dans tous les sens, les efforts sont dispersés et ça ne peut pas produire de la qualité. Déjà, la préoccupation fondamentale était au niveau de l'accès. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'arrive à la base à pouvoir regrouper des écoles. Par exemple, dans des écoles de 2 villages séparés de 5 km, l'une a 4 classes, l'autre a 2 classes. On peut imaginer théoriquement une fusion pour faire une école de 6 classes. S'il y a 3 classes, ici 3 classes, on peut imaginer que dans l'une des écoles, on met les 1, CI, CE1, CM1, et dans l'autre, les 2. Mais tout ce travail-là, on peut le concevoir théoriquement, mais la mise en œuvre va poser des problèmes. Et qui peut régler ça? C'est les directeurs d'école. Très bien. C'est ça qui va créer les collectifs déjà des directeurs d'école pour pouvoir aider à faire ce travail, mais on va avoir aussi d'autres types d'activités au sein des collectifs. On pourra... Très bien, moi je crois que donc voilà ce qui explique donc un peu ces initiatives-là pour répondre, en quoi concrètement au niveau local, ces dysfonctionnements et cette réalité de l'école sénégalaise qui, comme vous le dites, est un peu émiettée. Il y a donc véritablement un problème de cohérence. Mais au niveau central, vous l'avez dit, vous avez posé le problème de l'évaluation. L'évaluation, mais justement, constitue aussi le talon d'Achille de notre système. Et à tous les niveaux, hein, au niveau éducatif, au niveau santé, etc. Mais avec votre expérience, qu'est-ce qui fait qu'on a toujours un problème d'absence d'évaluation? Non, je ne parle même pas de la politique, parce qu'il n'y en a jamais eu au Sénégal l'évaluation d'une politique publique, au moins les programmes et les projets. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas souvent? Pour être provocant, nous, on a une approche de préjugés favorables. Préjugés favorables. On le voit déjà dans la classe. Quand l'enseignant finit sa leçon, il va demander aux élèves, est-ce que vous avez compris? Ils vont dire oui. Souvent, ils se contentent de ça. C'est ça. Et il ne va pas mesurer ce qu'ils ont compris. Il ne va pas aller plus loin. Absolument. Il m'arrivait même, après, dans une classe, de me lever et de demander aux élèves, mais au fond, qu'est-ce que vous avez compris? Quand ils répondent, une fois l'enseignant a failli s'évanouir tellement que ce qu'ils ont compris est trop loin de ce que lui, il pensait qu'ils avaient dans la tête. C'est comme ça qu'on fait avec les projets. On forme des enseignants et on part du principe que, puisqu'on a donné des informations, ils vont appliquer. Absolument.
On ne fait pas dessus, on ne va pas voir ce qu'ils ont appliqué. On a fait un projet, c'est terminé. On va comptabiliser le nombre de sessions, on va comptabiliser et puis c'est tout. Il n'y a pas d'évaluation sur les faits, ni d'évaluation d'impact. Et on va faire un autre projet. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais sans jamais. Mais quand on fait investir autant d'argent, quand il y a des trucs, mais il faut essayer de savoir qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Absolument. C'est ce que je provoquais les gens en disant, mais le pays, dans une communauté rurale, on investit des engrais, on investit des semences et tout ça. Mais à la fin de l'hivernage, on voit bien ce que les intrants ont produit en termes de récolte. Mais nous, on ne se préoccupe pas de qu'est-ce que les intrants, en termes de salaire, en termes de construction de classes, de tables, bancs, de mobilier, etc., qu'est-ce que ça produit concrètement? Ça ne semble pas être la préoccupation des responsables. Et on n'évalue pas les intrants. Voilà. Si on revient un peu plus bas au plan pédagogique, les évaluations vont être quelque chose de très important pour le système. Avant d'évaluer la maîtrise du programme par les enfants, il faut s'interroger, est-ce que le programme il a été implanté? Est-ce qu'il a été enseigné? Absolument. Et ça, c'est très important. Et j'ai eu l'occasion de savoir que beaucoup d'élèves ont été au BFM sans avoir maîtrisé le programme. Parce que le programme n'était pas terminé, comme on dit. Absolument. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé à Fatick, à un moment donné, de lancer des évaluations standardisées d'abord au niveau 3e. Et quand j'ai décidé cela, un enseignant, un professeur de mathématiques est venu me voir la nuit chez moi. Il venait de loin pour me dire, si vous appliquez ça, je serai mis à nu. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le professeur? Il dit, je suis trop loin de terminer mon programme. Je lui ai posé la question à savoir combien de fois vos enfants sont allés à l'examen du BFM sans terminer le programme. Il a baissé la tête. Votre principal est-il au courant de cette situation? Non. Alors je dis, moi, je suis inspecteur de l'enseignement. Mon regard, il est toujours rivé sur les élèves. Et ça, c'est inadmissible. Je tiendrai compte de votre démarche. Je ne suis pas là pour vous dénoncer et pour vous jeter en pâture. Mais j'en discuterai avec le collectif des principaux que j'avais déjà créé pour encadrer, pour nous s'auto-former, etc. Et on verra comment on va faire avec votre établissement. L'année précédente, le taux d'admission au brevet dans ce collège était de 19%. L'année où on a mis en place les évaluations standardisées au niveau collège, dans cet établissement, le taux est passé à 45% d'une année à l'autre. Donc, c'était la preuve. Donc, la préoccupation des principaux de collège ou des directeurs d'école, c'est d'abord de voir si le programme, il est implanté. Très bien. Regarde ce qui se passe dans les collèges ou lycées. Le professeur, il vient, il présente son cahier de texte. Je ne sais pas si c'est toujours ça dans les collèges ou les lycées. Je suis en train... Je suis en face d'un professeur. Nous, on a mis en place maintenant ce qu'on appelle les cahiers de texte numériques. Ah, voilà. Et là aussi, il y a énormément de problèmes. Alors, si le principal signe le cahier de texte comme ça, que vaut cette signature? Si au départ, il n'y a pas une planification qui est là affichée à son bureau qui lui permet de voir si le cahier de texte est l'instrument qui permet de réaliser le référentiel. Absolument.
S'il ne peut pas, donc ça ne vaut rien. Absolument. Et donc, la planification des apprentissages devient quelque chose de très important, un bon outil. Très bien. Donc, ça dit que vous avez anticipé sur la question d'ailleurs, et c'est bien comme ça, la mise en place des évaluations, des progressions harmonisées. Peut-être nous parlerons de l'autre aspect, l'autre partie, l'autre versant, c'est-à-dire les évaluations standardisées. Donc, vous l'avez mis c'était plus un outil de pilotage, de contrôle ou d'équité? Mais c'est l'évaluation, si on lui donne un caractère normatif, ça veut dire qu'on veut vérifier les acquis des apprentissages, ce qui est normal. On vérifie les acquis. La dimension formative, elle est aussi importante, où on aide l'élève à apprendre. Donc, il y a ces dimensions. Il y a forcément une dimension équité. Et on le verra quand nous aborderons la question à Guédiawaye, la question de l'équité et de l'égalité. Et donc, est-il normal que l'institution, surtout au niveau de la base, puisse s'intéresser sur les acquis des élèves? N'oubliez pas que la loi d'orientation dit déjà que l'école, c'est la cellule de base du système éducatif et que la centralité, c'est l'élève. Absolument. Si on n'a pas notre regard posé sur cet élève, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, quels sont ses problèmes, à quoi sert tout le dispositif qu'on met en place? Le dispositif n'a de sens que lorsqu'il sert l'élève, l'apprentissage. Et donc, il est important qu'on puisse suivre pas à pas les acquis des élèves, qu'on puisse aider le maître à pouvoir lui-même aider l'élève à apprendre. Donc, ces deux dimensions de l'évaluation me semblent importantes et ça va de pair. Donc, en fait, vous posez là, peut-être de façon subtile, en filigrane, la question de savoir est-ce que le directeur ou bien le principal de collège doit être à la fois un manager et en même temps un pédagogue? Une bonne question. Vous savez, j'ai toujours réfléchi sur l'acte d'inscrire un élève. Et plus j'ai réfléchi, je ne pouvais plus me contenter que c'est un acte purement administratif banal. Inscrire un élève. Un élève. Quand un parent d'élève prend son fils qui a 6 ou 7 ans et vient le confier au directeur de l'école dans notre société, vous savez bien qu'il met beaucoup d'espoir sur son enfant. Nous disons même qu'il voudrait que cet enfant le dépasse. Absolument. Cet acte signifie qu'il confie cet enfant pour qu'on en fasse demain l'homme visé par la loi d'orientation. Absolument. La loi d'orientation parle du type d'homme congolais, du type de Sénégalais. Et quand on regarde les buts des cycles, on voit quel type d'élève tel cycle doit produire, tel type d'élève l'élève doit produire. Et donc, quand on inscrit un enfant, il y a cette force dose symbolique, que ce n'est pas seulement un acte banal. Donc, si le directeur en est conscient de cette mission et conscient du contrat social, du contrat qu'il y a entre lui et les parents d'élèves, est-ce qu'il va être simplement un contrôleur? Est-ce qu'il va être un manager? Si manager veut dire qu'il a une équipe avec qui ils vont porter cette responsabilité, ils vont aider cet enfant à grandir et à devenir. Donc, c'est une responsabilité. Absolument. Et contrôler est une fonction, ce n'est pas un statut.
vérifier les acquis. Quand je vérifie les acquis, je contrôle. Absolument. Quand on vérifie si le programme il est mis en place, c'est un acte de contrôle. Absolument. Mais on n'est pas contrôlé pour sanctionner. Absolument. On veut savoir où est-ce qu'on en est dans le processus. Absolument. Simplement. C'est valable aussi pour l'inspecteur. Absolument. C'est aussi valable pour l'inspecteur qui doit savoir qu'est-ce qui se passe dans sa circonscription. Absolument. Donc je crois que finalement, mais est-ce que dans la formation initiale des uns et des autres, cette dimension managériale est prise en compte pour que, au moins sur le terrain, que ça puisse se déployer facilement? Mais il n'y a pas de formation initiale du directeur. Là aussi, c'est un problème. Ah oui, un grand problème. On a tenté en 1998 avec la coopération franco-belge, je pense, avec Belgique, la coopération belgique, d'initier une sensibilisation, une préformation, on peut l'appeler, c'est-à-dire les directeurs qui sont nommés déjà, qui sont dans la commission, on les repère, on les fait venir pendant 2 semaines, on les sensibilise à la fonction, on leur donne les premiers éléments, etc., etc. Je ne sais pas si ça continue d'ailleurs, cette expérience, mais d'une manière générale, le directeur, il n'a pas de formation initiale. Et donc, en formation continue, il essaie simplement de répéter ou de ce qu'il croit faire, ce qu'il croit être bon, ou d'observer des pratiques comme ça. La professionnalisation va devenir quelque chose d'important. Absolument. On va passer des pratiques plus ou moins empiriques, comme ça, vers des pratiques plus professionnalisées. Formalisées. Voilà, réfléchir sur la fonction, sur les missions, comment on fait ceci. Et c'est ça qui a été à la base des cahiers de charges. Ce n'est pas une charge, c'est réfléchir sur la mission, réfléchir à la responsabilité et comment assumer la mission. Très bien. Je crois que tout à l'heure, en faisant un peu le diagnostic du système, vous avez parlé de pilotage à vue, de manque de coordination, mais est-ce que cela n'est pas la résultante simplement de l'échec de la loi d'orientation 71-36 qui avait été perçue par beaucoup comme une loi de libération nationale? Oui, mais oui, la loi de 71 parle de développement culturel, d'émancipation, former des citoyens libres, aptes à s'insérer dans un monde scientifique, etc. C'est assez comme, d'une manière générale, les lois sont formulées de manière très générale. La portée, quoi. Voilà. Mais il faut regarder plus précisément le décret d'application qui précise les grandes orientations de la loi. Et quand on regarde le décret qui précise, mais qui ne change pas fondamentalement le système. Absolument. On ne peut pas invoquer la loi, elle est floue. Et depuis le décret de 72, les choses ne bougent pas. Vous voyez, même un décret comme ça, on a formé des enseignants, mais si la formation est une information, tu vois, parce que les enseignants, qu'on le veuille ou non, ils sont dans le comment faire. Mm-hmm. Et si on se contente de leur dire seulement les choses et de leur demander de faire, ça peut poser des problèmes. Maintenant, il faut sortir de ce comment faire pour aller. Ah oui, il faut les amener à prendre conscience du comment faire, pourquoi on fait comme ceci, pourquoi on fait comme ça, etc. Les accompagner dans le faire. Est-ce que nous, inspecteurs, nous sommes toujours armés à ça? Très bien. Ce que je voudrais d'ailleurs en venir, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi pertinent de continuer de parler de corps de contrôle? Est-ce qu'aussi on ne peut pas aussi intégrer une dimension de coaching? Oui, d'accompagnement aussi, sur justement leur problème, les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ça, c'est vrai. Si c'est ça le coaching. Le coaching veut dire conseiller, aider, accompagner, encadrer, etc. Parce que, voilà, on est détenteur de quelque chose, comme les sportifs. Le coach,
Il sait. Parce que les enseignants, ils sont soumis au comment faire. Et c'est là où il faut regretter peut-être, la suppression du corps des inspecteurs adjoints. Parce que quand on est inspecteur adjoint, en tout cas de notre période, On apprenait. et on s'exerçait beaucoup sur l'expérimentation pédagogique. Absolument. Beaucoup sur analyser davantage les pratiques Oui. et surtout à la réflexion sur le pourquoi pas. Parce qu'ils comprennent les pourquoi, les présupposés théoriques qu'il y a derrière les comment. Mais l'expérimentation nous amène à nous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Absolument. Quand on est dans des phases de réforme, de transition, où les choses ne sont pas claires, avoir des gens qui réfléchissent sur de nouvelles façons de faire, qui sont préparés à ça, ça va être important, surtout au niveau de classe. Absolument. Et ça, ce corps a disparu. Je ne sais pas, parce que quand même je suis loin maintenant du système, est-ce qu'avec la formation 4 ans des inspecteurs, est-ce que cette dimension-là, elle est toujours là? Parce qu'elle est importante pour accompagner la mise en place des réformes. Très bien. Parce qu'on est censé ne pas avoir des solutions toutes faites. Absolument. Donc, il faut les trouver. Absolument. Et très bien. Donc, je crois que ça, c'est important, la formation. Donc, ce corps a disparu, on sait, depuis la fin des années 90, ça a été supprimé. Mais aujourd'hui, dans le système, avec ce que nous l'avons déjà d'ailleurs annoncé, et on va y revenir, vous l'avez d'ailleurs abordé tout à l'heure, la question des évaluations standardisées. Donc, vous avez dû constater sur le terrain que, en tout cas, du point de vue de la progression, l'amplitude de progression, disons, était très faible. Alors, c'est beaucoup de collègues. Ce qui fait que beaucoup d'élèves ne parvenaient pas à avoir même le tiers de leur programme. Ils devaient être évalués en fin d'année, surtout avec les examens. Maintenant, les objectifs, je voudrais que vous reveniez sur les objectifs, à la fois de la mise en place des progressions harmonisées et surtout de l'évaluation, les évaluations standardisées. Et si vous devez les évaluer justement. Oui, mais si on a un programme officiel, c'est un programme qui concerne tous les enfants du Sénégal, quel que soit leur lieu d'habitation ou le... Voilà. Et c'est ce programme-là qui va être évalué au niveau national. Et pour le faire, il faut le planifier. Il y a des enseignants qui ont une planification d'abord trimestrielle. Absolument. Si les évaluations sont par trimestre. Et ils élaborent un référentiel pour le trimestre. Certains, ils vont aller plus loin. Ils vont faire des répartitions mensuelles pour mieux serrer encore, se rapprocher de la classe, pour piloter le processus d'implantation du programme. Absolument. Et on va plus loin avec une programmation hebdomadaire dans le cahier journal. On le voit dans l'élémentaire pour voir comment, au niveau de chaque semaine, on planifie. Et arrive maintenant la préparation journalière au niveau de la fiche. Ce qu'il faut retenir là, si on ne planifie pas, si on ne prépare pas, on peut considérer qu'on se prépare à l'échec. Ne pas préparer À planifier. et planifier, c'est planifier et préparer l'échec. Absolument. Ce n'est pas compliqué. Très bien. Donc, il est important de faire ça. Et à Guédiawaye, quand j'arrive, 70% des classes sont des classes à double flux intégral. Absolument. 80% des maîtres sont des maîtres de ces classes à double flux. Ce qui veut dire quoi? Chaque classe double flux perd 9 heures par rapport à une classe normale par semaine. C'est énorme. Sur l'année, ça fait presque 250 heures perdues. Sur 6 ans, ça fait 2 ans de perdu. Et quand
à l'examen national, on ne tient pas compte de qui était sur une classe double flux et qui était sur une classe traditionnelle, qui était dans une école privée ou pas. Qui a perdu. Ça, on n'en tient pas compte. Absolument. Donc, il y a un problème d'équité là. Absolument, réellement. La question maintenant qui se posait à moi, est-ce que c'est la raison pour laquelle Guédiawaye restera toujours une circonscription qui sera toujours 9e, 10e sur le classement des 10 circonscriptions de Dakar? Non. Il faut changer cette situation-là. Ok. Et ça, il faut investir dans la qualité. Il faut qu'on en prenne conscience. Voilà la raison pour laquelle il faut que tous les élèves du système de Guédiawaye avancent ensemble. Progresse en même temps. En même temps, et ne perdent plus de temps. Le crédit horaire va être quelque chose de sacré, une denrée extrêmement rare. Absolument. J'ai un document ici. C'est là. Où j'ai fait La planification. regarder le temps de travail par semaine. Ah oui, ça c'est. Minutieusement, il n'est plus question de perdre du temps. Absolument. Parce que c'est la denrée la plus essentielle, Voilà, le temps. le temps. Deuxième chose, c'est qualifier l'apprentissage. Il faut que l'apprentissage soit efficace. Étudier le programme de manière approfondie. Ça va être important. Donc, il faut engager les enseignants dans quelque chose de très important. Absolument. Donc, ils en ont pris conscience et nous avons décidé de dire non, nous ne voulons pas rester toujours comme La ça. fatalité. La fatalité terminée. Absolument. Et que nous en avons les moyens si nous montrons développons notre intelligence et notre volonté. C'est essentiellement ça. Et ce qui va amener, au lieu de partir d'un document abstrait tel que le LHP, qui était un bon document, mais il était critiqué comme des formulations abstraites, un cloisonnement taxonomique, l'absence de contenu. Absolument. Oui. Par quoi faut-il commencer alors? Absolument. Alors j'ai décidé de dire aux cellules pédagogiques, il y en avait 15, 5 cellules vont travailler sur le français, 5 sur les maths, 5 sur l'étude du milieu. À partir de quoi, vous prenez vos fiches, les fiches avec lesquelles vous travaillez tous les jours, avec une approche PPO, programme par objectif. Rassemblez toutes vos fiches de l'année dernière. Et chaque série, regroupez-vous et travaillez sur la base de ces. Comment vous avez progressé l'année sur la base de vos fiches. Élaborer une progression à partir de ce vécu. Ils ont fait ça. J'ai recueilli et j'ai fait un document. Premier document, un draft brut. Absolument. Je le multiplie et je le retourne au système. Je dis, voilà ce que vous avez fait, vous avez progressé, on va l'appliquer et on va voir quels sont les... Dans l'opérationnalisation. Oui, donc le processus de recherche-action va être déclenché. Absolument. Ils vont travailler là-dessus, ils vont noter dans les cellules, etc., presque toute l'année. On va se regrouper avec les observations, les amendements, les trucs. On va améliorer ce document. Okay. On va encore le multiplier et le retourner dans le système. Absolument. Une deuxième fois. Ils ont encore travaillé sur la base de ce document, amélioré, etc. Cette fois-ci, je leur propose le livret, le LHP. Ils vont voir les compétences proposées par le LHP. Ils vont établir un diagramme de corrélation entre les objectifs et tout ça avec le document du LHP. Okay. Comme élément d'amélioration. Absolument. Ils vont faire ça toute l'année.
on s'est retrouvés en fin d'année. J'organise un atelier de 30 personnes. J'envoie une circulaire. Je dis, je veux 30 volontaires au mois d'août, pendant 15 jours, pour finaliser les progressions harmonisées. 30 volontaires. Et je prendrai les 30 premiers. 48 heures, j'avais déjà les 30 volontaires. Absolument. Il n'y a pas de per diem. Ouais. Et parmi les volontaires, il y a une directrice d'école qui est volontaire. Un soir, son mari m'appelle pour me dire, mais monsieur l'inspecteur, parlez à mon épouse. Elle s'appelle Madame Tal. Madame Beau. J'ai déjà pris 2 billets d'avion. Elle le sait, pour qu'on aille en vacances en France. Elle dit qu'elle va participer à un atelier Qui va durer 15 jours. 15 jours. Mais comment moi je vais faire? Aidez-moi. Ah oui, c'est un engagement très fort, ça. Voilà. Voilà ce degré d'engagement. Et ce n'était pas la seule. Il y avait un engagement. Il y a des gens qui voulaient bousculer les 30. Pourquoi l'inspecteur va-t-il dire arrêter de prendre que 30, alors que c'était pour des raisons d'efficacité? Il voulait participer à ça. Voilà ce degré-là. Ça, c'est très important, l'engagement des enseignants et leur motivation sur ça. Mais on n'aura pas le temps de développer tout ça parce que je peux aller plus loin pour exprimer l'engagement. Très bien. Mais donc, c'est ça l'historique, n'est-ce pas, des progressions harmonisées. C'est ça. Et maintenant, les évaluations standardisées. Et voilà, ça produit progression. C'est ça que ça a produit en 98. Progression annuelle et trimestrielle des apprentissages par étapes et par niveau. Ça, c'est un excellent document, ça. Quand un consultant venu du CEPEC... Le CEPEC, c'est quoi? Le CEPEC, c'est le centre d'études pédagogiques qui se trouve à Lyon. C'est un bras technique du ministère de l'Éducation en France. Il n'y en a que 2, le CEPEC de Lyon et le CIEP de Sèvres. C'est là où on forme les cadres de l'éducation, la recherche et tout ça. Qui s'appelle M. Delors. Quand il est venu ici, il est venu visiter ma circonscription, il a vu le document, alors que lui, il était venu consultant pour l'élaboration du curriculum national. En France. Ici. Au Sénégal. Au Sénégal. Ah oui, il est venu, comme d'habitude. Voilà, pour accompagner l'élaboration du curriculum. Il s'appelle Charles Delorme. Il dit, mais on n'a qu'à donner ça à tout le monde. Et le problème, il est réglé. Il dit, Charles, vous êtes un consultant, vous n'avez pas le droit de dire ça. Absolument. Vous devez travailler sur un document. Pour le système, sur autre chose. Et d'ailleurs, je connais un enseignant qui est allé dans une des régions, il a acheté un risographe et il a démultiplié. Et il vendait. Il vendait. Ah oui. et il vendait. Donc, l'élaboration des progressions, c'était d'abord une nécessité. Absolument. Absolue, un besoin. Et il y a un processus de recherche-action avec une forte participation des enseignants dont les fiches pédagogiques formulées étaient la base de travail qu'on améliore progressivement pour arriver aux progressions. Très bien. Maintenant, en tout cas, ceux qui sont sur le terrain, ils posent toujours la question, est-ce que, bon, concrètement, ce qui a changé dans les classes, vous avez dit qu'en tout cas pour le cas de Fatick, on est passé de 19 à 45% d'une année à l'autre, mais la question souvent que beaucoup de collègues se posent, est-ce que le même programme induit forcément la même amplitude de progression et les mêmes contenus et éventuellement les mêmes évaluations? Oui, mais d'abord, le programme officiel, il est le même pour tout le monde. Il faut qu'on le sache. Absolument. On n'avance pas en ligne horizontale comme une armée. C'est une harmonie, progression, harmonie. Il faut que tout le monde avance. Absolument. Ce qui est important, c'est les enseignants eux-mêmes qui ont déterminé le rythme de progression. Mais ce corpus-là, dans certains endroits, on parle de socle
de compétences. Absolument. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on garantit à tout le monde. Si on veut évaluer tout le monde, c'est sur les mêmes bases. Donc, il faut bien que le programme soit implanté. Mais qui évalue-t-on? Donc, c'est la maîtrise du programme par les élèves qu'on veut évaluer. C'est vrai. C'est la maîtrise du programme. On va leur donner des épreuves qui seront des épreuves équivalentes aux objectifs, aux compétences qui ont été installées. Absolument. Par quelqu'un d'autre. Absolument. C'est ça le processus même dans tout. Quelle est la préoccupation? Qu'est-ce qui fait que les gens ils bougent? C'est que, effectivement, si un enseignant est en retard, on va le savoir. Et il faut aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas arrêtés quand j'ai tout le dispositif. Le comité de pilotage, les épreuves, comment on fait tout ça. Je ne peux pas développer ça dans le truc. Mais une fois que les résultats, on les a de l'évaluation, on fait une synthèse, classe par classe, de toute la circonscription. C'est un document qui est envoyé à toutes les écoles. N'oubliez pas que je vous ai parlé du contrat qui lie l'école aux parents. Absolument. Les parents d'élèves ont-ils le droit de savoir ce que leurs enfants apprennent? Absolument. Ils ont le droit. Il y a une légitimité. Absolument. Quand les parents payent le service dans les écoles privées, qui ont augmenté considérablement pendant la période de flottement. Absolument. C'est pendant la période de flottement qu'on a vu un développement exponentiel des écoles privées. Des écoles privées. Alors que les États-Unis étaient contre leur implantation. Voilà. Mais c'est la réalité du système. Le système n'est pas piloté, les résultats, les parents ne se retrouvent pas. Il y a des expérimentations claires. Ils ne se retrouvent plus. Absolument. Avec les grèves, ils veulent sécuriser leurs enfants, ceux qui en ont les moyens. Absolument. Ils les ont envoyés dans les écoles privées. Et les écoles privées, qu'on le veuille ou non, faisaient leur beurre sur le dos des écoles publiques. Absolument. Ce qui n'est pas normal. Le système doit avancer avec ses deux pieds. Absolument. Il faut qualifier l'école publique pour que s'il y a concurrence, que la concurrence soit une concurrence loyale. Absolument. Mais les performances, c'est important. Absolument. C'est pas on peut voir ça d'un point de vue de l'entreprise pour établir une concurrence. Mais la performance peut être analysée du point de vue de l'atteinte des objectifs. Absolument. Et surtout dans cette optique-là. Ah oui, c'est dans cette optique-là qu'il faut considérer le contrat de performance. Absolument. Si je demande aux enseignants d'exprimer l'ambition qu'ils ont pour leurs enfants cette année. Imaginez quand quelqu'un me dit, à la fin de l'année, un maître de CI, 60% de ses élèves, seuls 60% de ses élèves auront le niveau requis. CI. Il dit, à la fin de l'année, il s'engage pour que 60% de ses élèves aient. Si déjà aussi 40% d'une promotion est condamnée, c'est grave. C'est grave. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Absolument. Donc, c'est un point sur lequel on va discuter. Et je dis aux enseignants, mais non, si vous êtes une véritable équipe, sur quoi vous devez vous engager? Le maître DCI devrait dire, à la fin de l'année, je vais donner au maître du CP 90-95% d'élèves ayant le niveau. Si chaque maître le fait pour le maître qui va recevoir ses élèves, là, vous avez une équipe pédagogique. Là, vous avez un contrat vis-à-vis de vos pairs. Là, vous ne faites pas une rivalité, c'est de l'émulation. Et c'est ça, en Wolof, je le dis, da ngeen di nawlente.
Très bien. Très bien. Je crois que le temps est passé très vite, parce que nous n'avons quasiment pas tout épluché. Mais comme ce sont les exigences, je voudrais simplement, avec la permission de la régie, alors aborder deux questions. Une question est votre mot de la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal s'engage dans la refondation curriculaire. Quelle devrait être, n'est-ce pas, la place réservée aux anciens comme vous, parce que vous êtes un parfait connaisseur du système. Et que devrait être, en tout cas, quelle devrait être la place de ces anciens? Ensuite, vous enchaînez avec votre mot de la fin. Les anciens, comme disait Ampateba, ils ont une place, c'est une bibliothèque. Ils ont fait 40 ans, 50 ans de métier. Mais je lisais un bouquin qu'on m'avait prêté qui s'appelait « Où vont les pédagogies non directives ?» et le propriétaire du bouquin avait écrit « Ne faire que son devoir, c'est ça qui nous dégrade. » Donc, avoir fait son devoir, ce n'est pas glorieux. On avait créé une association d'enseignants retraités et nous avons dit au système, nous sommes disponibles. Vous pouvez, nous ne demandons pas de l'argent. Nous demandons simplement à être consultés. Quand on est disponible, notre liberté de proposition, notre liberté de mouvement. On ne demande pas de sous. Mais on n'a pas eu d'accueil. On a vaqué à nos besoins. L'association existe? Elle existe. Le secrétaire général, il a travaillé beaucoup sur la langue nationale avec Mme Ablaye Wade quand il était à l'INEAD. Il a une documentation extrêmement riche. Et il est au Sénégal? Il est là. Et il a ça. Personne ne s'occupe de ça. Mais il garde les documents. Il ne veut pas les perdre. Donc, il y en a, je peux en citer beaucoup, qui sont encore là. Et qui sont prêts à disponibles. Aider. Oui, si on les consulte. Absolument. En tant qu'ils sont dépositaires, c'est tout. Et votre mot de la fin? Je vous remercie. C'est, comme disait Moustapha Sen, l'école, c'est un choix et une passion. Il a raison. Pour tous ceux qui sont animés, habités de ça, je pense qu'ils ont quelque chose à dire si on les consulte. Mais je suis heureux d'avoir discuté avec vous sur l'école et sur les problématiques du système éducatif. Mais en tout cas, tout le plaisir est donc aussi partagé parce que nous aussi, ce que nous regrettons, ça aussi c'est une réalité. Avec les anciens, on n'arrive jamais à dérouler comme nous le voulons. Le temps, comme si nous jouions un tour, ça passe très vite, ça s'accélère. Mais je crois que ce n'est que partie remise. Je crois que nous aurons l'occasion, comme vous êtes encore là au Sénégal, nous aurons certainement l'occasion à chaque fois que l'occasion se présente, de toutes les façons, nous verrons maintenant comment aussi continuer ce dialogue-là avec vous. Maintenant, chers téléspectateurs, donc nous sommes au terme de notre entretien avec M. Ba, qui, comme vous le savez, est comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un inspecteur lambda, et un véritable architecte du système, surtout au niveau des réformes et des initiatives au niveau pédagogique et institutionnel. En tout cas, nous le remercions pour avoir répondu à notre invitation et nous lui souhaitons encore longue vie. Et surtout, nous souhaitons aussi, ça aussi nous le disons avec votre association, vous rencontrer et voir maintenant comment vulgariser vos idées et vous donner la parole pour que, véritablement, dans la construction de cette structure éducative-là en cours, que vous puissiez aussi apporter votre pierre à l'édifice. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci.